Rebonjour à tous. Sans plus tarder, j'invite M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, à prendre la parole pour présenter notre invité. Bonjour tout le monde. Je vais enlever ça puis je ne bougerai pas. Moi, je disais tantôt, il y a une dizaine de jours, on a eu notre premier événement avec des gens en présence qui était avec Martin Blot, le PDG du Port de Montréal. Puis j'avais dit à ce moment-là, c'est comme si c'était Noël, tellement il y avait de la fébrilité de se voir enfin dans un événement. Puis là, tantôt, je me disais, dans le fond, là, si on reste dans la même analogie, c'est parce que c'est le temps des fêtes. Fait qu'on a un party de famille à peu près à tous les 3-4 jours, puis on se voit, puis c'est le fun. Alors, je suis très content. Merci d'être avec nous. On va progressivement, je pense, avoir, je dirais, peut-être plus de possibilités même que vous rencontriez, mais on est encore limité à, techniquement, vous pouvez réseauter avec les gens avec qui vous êtes assis et pas circuler. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui le commissaire, j'appelle tout le temps le PDG du lobbyisme, mais c'est le commissaire au lobbyisme, pas le PDG du lobbyisme, Jean-François Routhier. Puis je lui disais, c'est la première fois que le commissaire vient prendre la parole à la Chambre, puis je pense qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Puis je nous reconnais, nous, moi, mon métier dans la vie, c'est d'être la voix du milieu des affaires de la métropole et donc d'être un lobby. Je veux dire, je le suis dans les médias, mais je le suis auprès des décideurs. On a un lobby, puis des fois, c'est le cas, qui est un ancien politicien, Robert Poetti, qui est ici. Puis Robert, quand on commençait à se parler, bien, j'essayais d'y faire comprendre des choses. Puis des fois, il me disait que j'avais pas raison, là. Fait que, mais c'est ça, dans le fond, c'était d'avoir ces occasions, du point de vue du président de la Chambre, de pouvoir exposer des enjeux, de pouvoir expliquer des pistes de solutions, puis d'essayer de cristalliser des décisions éventuellement. Et je me sens complètement légitimisé dans ce job-là. Je suis un lobbyiste, qui représente peut-être le lobby du milieu des affaires de la région de Montréal, mais je me sens très légitimisé parce que j'ai l'intime conviction que c'est d'utilité publique qu'on puisse faire ça. Mais là où je vais aller plus loin, c'est que c'est aussi d'utilité publique que dans la société, des individus comme des entreprises qui identifient des enjeux, qui identifient des projets, et ça peut être à but lucratif, et qui essaient de proposer ça à des décideurs puissent partager cette information-là. De la même façon qu'on veut que cette information-là puisse émerger de ces gens-là, moi, je ne veux pas des politiciens qui découvrent toutes les possibilités ramachées par du fonctionnaire qui a fini par traduire dans leurs mots ce qui est émané dans la société. J'aime bien que mes politiciens puissent se faire dire à un moment donné, entre quatre yeux, voici le problème, ça fait 3 ans, ça n'avance pas, ou voici l'opportunité, il faut absolument la saisir. Donc, moi, je veux qu'il y ait ces rencontres-là. Et là, je vais terminer ma mise en bouche en disant, il faut trouver le moyen d'avoir un encadrement balisé qui fait qu'on a tiré les leçons du passé, que des risques de corruption, des risques de collusion, des risques de perception soient bien gérés, mais en même temps de trouver les mécanismes qui vont permettre cette rencontre entre les décideurs et les gens de la société qui ont des idées, puis qui ont des opinions, puis qui arrivent avec des projets, et que ça puisse se faire autrement que de dire « je l'ai rencontré sur la rue par hasard, puis j'y ai dit ». Non, que ça puisse être aussi structuré dans des événements de chambre de commerce. J'irais même à dire en regardant un match de soccer ou un match de hockey parfois, mais dans des lieux où c'est normal, on rencontre des gens et on a des échanges. Bref, on vous reçoit aujourd'hui, mais on se reparlera, puis on le fera privément, mais on le fera publiquement aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu des affaires qui souvent m'appellent en disant « Michel, tu peux-tu dire ça? Parce que moi, ça n'a pas de bon sens, je ne sais pas comment je le dirais puis que ça soit legit. » Bien là, il faut qu'on puisse les aider, ces gens-là. Donc, sans plus tarder, Jean-François Routhier, à vous la parole. Bon, je pense que je vais l'enlever. C'est pas super agréable, hein, les masques, on se le dit, là, mais... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bon. Que ça fait du bien quand même de revoir des humains, hein? On se le disait tout à l'heure, là, c'est fou, mais... Puis merci beaucoup, Michel, merci à la Chambre de commerce de m'avoir sorti de chez moi, de m'avoir donné une occasion de mettre un veston et une cravate.
Ça me fait à moi aussi un grand bien. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en si grand nombre, malgré, évidemment, les contraintes que nous impose cette pandémie. Et merci, surtout, de votre intérêt à l'égard du commissaire au lobbyisme du Québec et de notre mission. Je suis vraiment super heureux de partager ce moment avec vous pour parler de transparence, parler d'engagement, parler de nos projets aussi, présents et futurs. Donc, je me sens privilégié d'avoir été invité par la Chambre de commerce. Promis, je vais revenir à votre invitation et vous viendrez nous visiter dans nos bureaux à Québec, même un jour quand on aura le droit de les réintégrer pleinement. Donc, merci de m'accorder ce moment pour vous partager ma vision et pour démystifier le lobbyisme et ses enjeux en 2021. Pour briser la glace, je vous invite à regarder d'abord cette courte vidéo de 3 minutes réalisée avec le concours de certains de nos élus de l'Assemblée nationale qui expriment bien le propos que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Quand on a un projet, c'est normal que le gouvernement écoute ceux qui sont pour le projet, ceux qui sont contre le projet. Comme ça, on a les arguments, puis on est en meilleure position pour prendre la bonne décision. Donc, il y a quelque chose de bon de recevoir des groupes qui appuient ou qui n'appuient pas un projet en particulier. Donc, c'est bon le lobbyisme. Là où ça devient dangereux, c'est quand on ne sait pas trop les influences ou les influences viennent juste d'un côté. Donc, il faut encadrer. Puis c'est pour ça que le commissaire au lobbyisme existe. Bien, je vais retourner au temps où j'étais journaliste. Je me dis toujours que s'il n'y avait pas eu de lobbyisme social, on n'aurait probablement pas légalisé le mariage gay, par exemple, à l'époque. C'était à Ottawa, mais ça vaut aussi pour le gouvernement du Québec. Les lobbyistes, et là je parle plus des groupes sociaux, nous amènent des réalités sur le terrain, puis nous apprennent à mieux comprendre leurs réalités. Vous savez, les députés, dans certains cas, ne sont pas des spécialistes, ce sont des généralistes. Et les lobbyistes nous permettent, avec leur travail, avec leurs contacts, leurs connaissances, de vraiment faire le tour des enjeux et d'arriver sur certaines spécificités qui nous amènent des éclairages. Vous savez, lorsqu'on légifère, on veut légiférer pour le bien commun. Et avec la participation des lobbyistes, ça nous permet d'avoir toutes les informations sur certains angles qu'on n'aurait pas vus et qui permettraient d'avoir un meilleur éclairage avant d'adopter une loi. Et ça nous permet, dans certains cas, d'avoir de meilleurs débats. C'est une question de confiance entre le gouvernement et la population. Puis qu'il y ait un tiers, qui est le commissaire au lobbyisme, qui s'assure de toute la transparence, c'est-à-dire d'informer la population de qui s'est inscrit comme lobbyiste, qui a essayé d'influencer le gouvernement. Je pense que c'est une information importante que la population doit avoir pour voir s'il y a un équilibre, voir s'il n'y a pas un risque que des groupes qui sont tous du même côté ou proches par amitié ou par toutes sortes d'intérêts avec certains membres du gouvernement. Donc, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, dans notre société, où il y a beaucoup de cynisme à l'égard des gouvernements dans le monde, d'avoir justement un responsable, une espèce de chien de garde, qui est le commissaire au lobbyisme, qui s'assure que tout ça est fait de façon transparente. Parfois, le lobbyisme est associé à quelque chose de très opaque, mais au contraire, c'est l'inverse. En fait, c'est de la transparence. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres quelqu'un et qu'il est enregistré comme lobbyiste, mais là, ça devient public, les gens peuvent voir à qui tu as parlé. C'est hyper important parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent dire « Ah, bien, ils ont rencontré telle personne, tel groupe », puis ils peuvent se dire « Bien, au moins, on est au courant, puis dépendant des décisions, tu es mieux capable de les articuler puis de dire « Bien, j'ai juste écouté ce que les gens ont à dire et j'ai pris connaissance de l'information ». Dans le fond, le lobbyisme, ça te permet, l'encadrement du lobbyisme te permet véritablement de la transparence. Et cette transparence-là, elle est essentielle pour notre démocratie. J'ai plus grand-chose à dire, mais je vais quand même vous entretenir pendant quelques minutes. Mais je tiens à préciser qu'on ne leur a pas dit quoi dire.
Mais c'est super rassurant, c'est très inspirant d'entendre ces propos-là en 2021 parce que c'était pas comme ça il y a 20 ans quand notre loi a été créée. Alors, aujourd'hui, j'ai le privilège d'exercer la fonction de commissaire au lobbyisme du Québec depuis bientôt 4 ans. Mais le lobbyisme existe, lui, depuis des millénaires. Il n'y a rien de plus naturel que de demander, puis c'est un peu ce que Michel disait tout à l'heure, que de demander à quelqu'un qui est en situation de décider de nous aider, d'essayer de le convaincre, d'essayer de le convaincre d'embarquer dans notre projet, de le financer. C'est une action, c'est une réaction totalement humaine et on ne la mettra jamais de côté. Alors, je pense qu'il faut vivre avec. Et ça aurait pu s'intituler comme ça, ma conférence d'aujourd'hui. Il faut vivre avec, un peu comme la pandémie. Ça fait partie des humains. Ça existe depuis des millénaires. On ne lui donnait pas ce nom-là, mais le lobbyisme existe depuis très longtemps. Et ce sont nos interactions sociales, ce sont les attentes des citoyens aussi qui ont grandement évolué en regard du lobbyisme. Et donc, aujourd'hui, je pense que les attentes sont très grandes face à nos politiciens, oui, mais face aussi à nos entreprises. Et comme je m'adresse à des entrepreneurs, des hommes, des femmes d'affaires, c'est beaucoup sur ce sujet que je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, au Québec, comme dans plusieurs sociétés démocratiques, nous avons choisi, il y a maintenant 20 ans, d'encadrer les communications d'influence. Ça fait 20 ans que notre loi existe et ça fait 20 ans qu'une personne désignée par l'Assemblée nationale agit comme commissaire au lobbyisme pour encadrer et contrôler les activités de lobbyisme. Quand on dit contrôler les activités de lobbyisme, ça ne veut pas dire empêcher, au contraire, ça veut dire s'assurer, comme Michel le disait, que c'est bien fait, qu'on a un espace qui nous permet de le faire correctement. Alors, ça fait 20 ans qu'on existe, mais on entend encore aujourd'hui des gens, des organisations, des entreprises et même parfois des titulaires de charges publiques qui se questionnent sur la pertinence de notre loi et sur le rôle véritable de l'institution qui est le commissaire au lobbyisme. Alors, malheureusement, après toutes ces années, je pense qu'il est le temps d'accepter cette réalité-là. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, d'arrêter de se questionner sur est-ce que c'est sain ou c'est pas sain d'avoir un encadrement du lobbyisme, est-ce que c'est correct ou non de faire du lobbyisme, il y en aura toujours. Est-ce qu'on peut mieux faire, est-ce qu'on peut mieux encadrer, est-ce que le commissaire peut être plus présent? Très clairement. Je pense qu'il y a une réalité qui est à accepter aujourd'hui et donc, j'invite tout le monde à passer un peu à autre chose et plutôt à se concentrer sur l'évolution, comment on est capable de faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, évidemment, parce qu'au contraire, se questionner, c'est toujours pertinent. C'est exactement ce à quoi notre loi sert. Permettre aux gens de questionner, de remettre en question et de le faire de façon transparente. Ça veut dire quoi aujourd'hui, la transparence des activités de lobbyisme en 2021, alors qu'on est tous cachés derrière nos Zooms ou presque? Et ça donne quoi surtout? Ça vous donne quoi comme femmes et hommes d'affaires? Je vais y revenir dans quelques instants, mais d'abord, je veux vous présenter un peu l'institution que je représente. Alors, la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme a été adoptée à l'unanimité par les parlementaires en 2002. Avec elle fut créée l'institution du commissaire au lobbyisme qui, lui, est désigné par un vote des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale pour assurer l'indépendance face au pouvoir exécutif et à l'appareil gouvernemental. C'est le même statut que d'autres fonctions qui sont peut-être plus connues, directeur général des élections, vérificateur général, vérificatrice générale, commissaire à l'éthique, protecteur du citoyen. C'est le même statut et c'est le même mode de nomination aussi qui est exigé. Et cette indépendance-là, elle est fondamentale. Pas parce qu'on enquête sur les politiciens ou sur les titulaires de charges publiques, c'est pas ça mon rôle. Malgré le fait que plusieurs ont parfois peur du commissaire au lobbyisme, ça ne devrait pas arriver. On est là pour les accompagner. Alors,
Mais cette indépendance-là, elle nous permet de faire notre mandat, d'accomplir notre mandat de surveillance et de contrôle. Et surtout, et c'est la partie que j'aime le plus, promouvoir la transparence, la légitimité et la saine pratique des activités de lobbyisme. Le commissaire peut, évidemment, de sa propre initiative ou sur demande, faire des enquêtes s'il a des motifs de croire qu'il y a eu un manquement à la loi. On a chez nous une équipe de surveillance qui épluche l'actualité à tous les jours. On reçoit des signalements. On a des enquêteurs formés qui bénéficient des pouvoirs de commission d'enquête. On épluche des centaines de documents dans des dossiers, mais bien au-delà de cet aspect contraignant, nous souhaitons incarner une organisation qui est proactive, qui est innovante, avec une volonté ferme de changer les perceptions concernant le lobbyisme et l'encadrement du lobbyisme au Québec. Parce que pour moi, ça peut pas être, ma job ne peut pas être juste synonyme de coercition. Oui, ça en fait partie, et je l'assume, mais pour moi, c'est un dernier recours. Et c'est pourquoi la transparence est aussi fondamentale. Alors, notre institution, évidemment, demeure méconnue. C'est notre première visite à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'en suis fort heureux. Et on va continuer de travailler pour se faire connaître au cours des prochaines années. Donc, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le lobbyisme, c'est quoi et ça vous donne quoi? Ça donne quoi? C'est une des activités peut-être les plus humaines, tenter de convaincre quelqu'un en position de décider qu'il considère ou qu'elle considère nos intérêts, des options, des alternatives. C'est à ça que ça sert le lobbyisme. C'est juste ça. Alors, on a choisi démocratiquement de l'encadrer, le lobbyisme, en obligeant que des individus qui effectuent des communications d'influence s'inscrivent dans un registre public qui est le registre des lobbyistes actuels. Ça se traduit donc par cette inscription dans un outil web qui permet au public d'avoir accès à l'information. Et pour ceux qui n'ont peut-être jamais consulté le registre des lobbyistes, bien, vous allez pouvoir voir toutes les informations reliées à l'activité qui est faite, que ce soit le client qui est représenté, les objectifs qui sont recherchés, les titulaires de charges publiques ou les niveaux de titulaires de charges publiques qui sont visés, les moyens de communication qui vont être utilisés. Cette information-là, elle est accessible. Bon, certains, et depuis longtemps, décrit les fonctionnalités du registre actuel et même parfois sa couleur, mais sachez qu'il sera remplacé sous peu et on va vous donner accès à un outil qui est vraiment moderne et efficace. Pardon. Donc, l'objectif de la loi, c'est d'éclairer le citoyen pour qu'il sache qui essaie d'influencer le gouvernement, un élu, un titulaire d'une charge publique. Et là, ce sont tous les employés de l'État qui sont visés par ça, directement ou indirectement. Alors, on va dans tous les niveaux. Et ce qu'on veut, c'est que le citoyen le sache parce qu'on veut qu'il puisse exercer ses droits, son droit à l'information d'abord, mais aussi son droit de vote, ultimement, de façon éclairée, et qu'il puisse surtout poser ses questions. Puis c'est un peu l'échange dont tu parlais tout à l'heure, Michel, comment on réussit à établir ce dialogue citoyen. Ça fait partie des principes qu'on a proposés dans l'énoncé de principes qu'on a déposé en 2019, dont je vais vous entretenir un petit peu. Alors, comme c'est mentionné dans notre vidéo introductive, les connaissances techniques, les politiciens, les titulaires de charges publiques ne savent pas tout, et je dirais heureusement, ils ne veulent pas non plus, ils ne peuvent pas tout savoir. Et c'est important, c'est fondamental qu'ils aient accès à cette information-là. Et les lobbyistes, le lobbyisme, c'est à ça aussi que ça sert, à les informer pour que leur propre décision soit éclairée. Ce faisant, si la discussion n'est pas transparente, c'est leur processus décisionnel qui va en être affecté. Alors, c'est là qu'il y aura des enjeux avec le lobbyisme et ce qu'on souhaite éviter justement par cette transparence. Alors, si on parle terrain quelques minutes, bien, vous allez vous demander peut-être parfois si vos communications sont des activités de lobbyisme ou pas. Aujourd'hui, bien, on a des représentants d'entreprises, évidemment. On a probablement, ou
quelques titulaires de charges publiques aussi, peut-être même des élus cachés, je ne sais pas, on ne me l'a pas dit, ou des titulaires de charges publiques autrement. Et après la conférence, bien, vous allez peut-être échanger avec ces gens-là, avec des membres d'un cabinet, d'un ministère. Vous allez sûrement parler des propos de votre conférencier du jour, mais sûrement aussi parler de vos projets, de ce que vous souhaitez accomplir, d'une idée que vous avez eue, d'une option que vous voulez proposer. Bien, tous les éléments de l'équation d'une activité de lobbyisme sont réunis. On a un représentant d'entreprise ou un lobbyiste conseil qui va parler avec un titulaire de charge publique et lui faire une communication d'influence ou une activité de lobbyisme au sens de notre loi. Alors, théoriquement, bien, on aura... Est-ce que c'est moi qui fais ce bruit-là? Non? Théoriquement, bon, on a une activité de lobbyisme qui est accomplie. Et c'est simple. C'est très simple d'avoir cette discussion-là et de proposer justement vos options. Ce serait la même chose, par exemple, pour un lobbyiste conseil. On a des professionnels du lobbyisme, donc ceux qui travaillent dans les cabinets de relations publiques, dans les cabinets d'avocats, les cabinets d'urbanistes, des cabinets d'architectes. Il y en a un paquet qui font des activités de relations publiques, qui font des activités de lobbyisme, en fait, et des démarches pour leurs clients. Cette fois-ci, ils travaillent pour des clients. Alors, un autre exemple, on rencontre quelqu'un, on veut lui proposer d'améliorer le système de médicaments pour ce qui viendrait abaisser le prix d'un médicament. Tout le monde va bénéficier de cette activité de lobbyisme-là parce que les médicaments vont peut-être être moins chers en bout de piste, mais on a tenté d'influencer une décision gouvernementale et on pense que le public doit le savoir. En somme, les activités de lobbyisme, ça touche à tous les sujets, ça se fait sous toutes les formes de communication et ça s'exerce tout le temps par tous les moyens. Alors, il faut peut-être se poser la question à l'envers. Quand est-ce que je ne fais pas des activités de lobbyisme lorsque je parle avec un titulaire de charge publique? Et c'est très bien ici, en fait, parce que ces activités de lobbyisme-là, comme je le disais, sont bénéfiques pour le fonctionnement de notre démocratie. Et la seule contrainte qui existe, si c'est véritablement une contrainte encore aujourd'hui, c'est d'inscrire ces activités dans le registre public, c'est-à-dire d'être transparent face à ces activités-là. Et on n'a pas atteint la transparence ultime. Hein? On a des délais qui sont extrêmement longs au Québec. On parle de 30 à 60 jours après l'activité pour pouvoir la déclarer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en 30 ou 60 jours. Alors ça fait partie, évidemment, des enjeux qu'on a avec la loi actuelle, puis je vous en parlerai un petit peu dans quelques minutes. Nous, au commissaire au lobbyisme, on s'est donné comme mission de faire en sorte que la transparence devienne la normalité. Je reviens à ce que je disais tantôt. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut s'assurer que ça devienne tellement simple et tellement naturel de divulguer les activités de lobbyisme, ça devienne efficace, ça devienne habituel, qu'on en arrive finalement à changer cette fameuse perception négative que les gens ont à l'égard des lobbyistes, des activités de lobbyisme, de la tentative d'influence. On n'est pas dans de la corruption. On essaie de convaincre quelqu'un que notre idée est la meilleure. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est fondamental de faire cette distinction-là. C'est fondamental aussi de s'imprégner de cette transparence-là puis de se dire, OK, on n'a pas de raison de se cacher. Alors, pourquoi tenter de le faire? Pourquoi craindre de le faire? Alors, je lance l'invitation. Je pense qu'il y a des médias dans la salle. Je lance l'invitation, sinon le défi, de nous aider en faisant l'effort de rapporter davantage d'exemples concrets, positifs des impacts du lobbyisme. Là, vous allez penser que je fais la promotion du lobbyisme. Je ne fais pas la promotion du lobbyisme. Je défends le sain exercice du lobbyisme. C'est comme je le dis, c'est une activité qu'on n'arrivera jamais à contrôler et qu'on ne bannira pas, parce que c'est une activité qui est humaine et naturelle. On peut juste s'assurer qu'elle est bien faite, qu'elle est bien encadrée et qu'elle est faite de façon saine. Pardon.
Mais ça vous donne quoi, finalement, d'être transparent? Alors, évidemment, le discours sur l'origine de la loi, le bénéfice pour le citoyen, les enjeux démocratiques, moi, il coule dans mes veines depuis 4 ans. Je l'ai bien appris. Mais vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, d'organisation, femmes, hommes d'affaires, qu'est-ce que ça vous rapporte au quotidien? En quoi, finalement, c'est gagnant et payant pour vous? La question est justifiée parce qu'à chaque jour, on vous impose des nouvelles règles, des nouvelles normes, des nouvelles exigences, contrats publics, des nouvelles normes à respecter. Alors, vous pourriez dire, peut-être, que le registre des lobbyistes, c'est une formalité de plus, ou peut-être même de trop. Vous auriez peut-être eu raison, je pense, il y a 10 ans encore, de dire que c'est une formalité de trop, puis c'était hors du temps. Je pense qu'aujourd'hui, la valeur de l'image publique d'une entreprise ou d'une organisation est devenue incontournable, et tellement incontournable qu'elle est souvent la valeur la plus recherchée et la plus payante, la réputation. Alors, c'est aussi une valeur qui est très vulnérable. Je n'aime pas beaucoup citer les gens, mais celle-là, je la trouvais bien. En fait, c'est quelqu'un qui me l'a proposé. Alors, Warren Buffett disait, il faut 20 ans pour construire une réputation, 5 minutes pour la détruire. Et il poursuit en disant, si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment. Ça fait beaucoup de sens pour moi. À l'heure où les réseaux sociaux sont instantanés, ils ont parfois, et peut-être même souvent, la condamnation facile. L'image d'une bonne entreprise, d'un bon citoyen corporatif versus un mauvais citoyen corporatif, une mauvaise entreprise, ça va changer du tout au tout en quelques instants. Et ça, bien évidemment, ça a des impacts. Et comme femmes et hommes d'affaires, vous savez ça. Vos actionnaires savent ça. Même des actionnaires aujourd'hui qui exigent d'avoir des déclarations dans les rapports publics concernant les activités de lobbyisme. Vos investisseurs le savent aussi. Et les élus, le gouvernement, l'ensemble de l'espace public est très informé aussi sur la valeur de l'image. Et eux-mêmes ont une image à protéger aussi. Alors que la concurrence est maintenant planétaire, puis que même la pandémie a probablement ouvert encore plus de frontières qu'on pensait qu'il en existait, pourquoi est-ce qu'un gouvernement voudrait s'entêter à faire affaire avec une entreprise qui ne respecte pas les exigences de transparence que la société s'est imposées? Pourquoi est-ce qu'il prendrait le risque de devoir se défendre dans les médias, en pleine campagne électorale, par exemple? On est encore en campagne électorale, c'est la municipale qui a commencé. Bref, pourquoi se mettre à risque? Point. D'après moi, c'est à ça qu'elle sert, la transparence, pour nos entreprises, pour nos organisations. Elle vaut vraiment son pesant d'or dans l'esprit du public. Les médias sont très à l'affût et les citoyens aussi. Parce que s'il y a un bénéfice peut-être au réel, aux réseaux sociaux, c'est que l'information quand même, il circule beaucoup et que ça ne prend pas grand-chose pour qu'une image se forme et se déforme. Et les titulaires de charges publiques ne veulent pas se mettre à risque et les politiciens encore moins. Alors, pour moi, la seule et vraie solution, c'est de faire en sorte que la transparence soit vraiment la nouvelle normalité, qu'elle fasse partie de l'ADN de nos entreprises, de nos OBNL, de nos syndicats et organisations patronales. Alors, tout le monde y gagne, mais vraiment tout le monde. Parce qu'une fois que vous avez déclaré vos mandats, il n'y a plus de barrière. La seule barrière, elle est déontologique. Mais il n'y a plus de barrière aux démarches, il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez proposer comme projet. Une fois que c'est public, vous pouvez dire et faire ce que vous voulez, en toute liberté et en toute, sans devoir limiter les actions ou les activités que vous allez faire. Bref, rien à perdre, tout à gagner. Pour moi, la transparence, c'est positif. C'est la façon d'avancer sans avoir de contraintes et sans détour, dans toutes les directions. La loi actuelle a permis au Québec de faire des pas de géant en matière de transparence, mais dans son application,
elle a souvent déçu. Puis certains ont même dit des choses méchantes à l'égard du commissaire au lobbyisme en disant qu'on n'avait pas de dents. Puis, ben, c'était un peu vrai, en fait, parce que c'est une loi qui a été conçue avec des principes bien précis. Elle est fondée, cette loi-là, sur une crise de confiance majeure, principalement occasionnée par des individus qui avaient abusé de leurs contacts privilégiés et parce que les choix législatifs qui ont été faits il y a 20 ans ont été influencés par cette situation-là. Alors, je le disais au début, on encadre les individus qui font des activités de lobbyisme. On n'encadre pas les entreprises ou les organisations qui font des activités de lobbyisme. On encadre les individus. Bon, on a quand même fait un pas de géant en 2019 quand le gouvernement, avec sagesse, a amorcé un premier changement fondamental en nous transférant l'administration du registre des lobbyistes. Ça faisait 20 ans qu'on avait une structure bicéphale où le commissaire applique la loi, mais quelqu'un d'autre conserve le registre et bien, les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour moi, ce n'est pas un simple transfert, c'est une locomotive. Ça nous a donné l'occasion de repenser, de recréer entièrement un nouveau registre. Et on s'est même fait imposer une contrainte que personne d'autre, à mon avis, n'a eue dans l'État. On s'est fait imposer dans l'article 1 de notre loi que ce registre soit simple et efficace. Je peux vous dire que réaliser un registre simple et efficace, ce n'est pas si simple que ça. Mais on va y arriver. Donc, avec des nouvelles bases technologiques, on construit une nouvelle plateforme entièrement en mode infonuagique, il faut le dire, et on veut vraiment mieux répondre aux besoins de notre clientèle. On veut éliminer les intermédiaires. Je pense aussi que ça contribue à ce que Michel disait tout à l'heure. On veut que les activités de lobbyisme soient divulguées de façon instantanée, que les gens puissent s'inscrire à une activité pour être informés de cette activité-là, parce que c'est ce projet de loi-là ou c'est ce projet de construction-là qui les intéresse, que ça puisse aller chercher le citoyen directement chez lui. Et les médias, évidemment. Donc, ils vont être informés, oui, plus rapidement. Mais je pense que c'est sain. Je pense que c'est juste la bonne façon de faire les choses. Rendu en 2021, de toute façon, on va finir par l'apprendre. Alors, aussi bien le savoir par la source officielle. Et on va aussi simplifier le travail des lobbyistes à travers cette nouvelle plateforme-là. On va s'assurer que l'information, elle est centralisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire le nom de la loi ou du projet de loi. Tout va être intégré à partir des listes officielles de l'État. On va vous donner des outils de travail qui vont simplifier votre travail énormément pour la divulgation des activités de lobbyisme. Et on ne fera pas de validation de ces mandats-là parce qu'on a conçu la plateforme pour que ça soit fait de bout en bout par le lobbyiste et que nous, si on a une validation à faire, on puisse la faire a posteriori. Il n'y a pas de registre comme ça qui existe au Canada. Alors, pour assurer une meilleure transparence des communications d'influence, on veut vraiment avoir une plateforme qui va être moderne, qui va répondre, je dirais, des meilleures fonctionnalités qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux, les médias sociaux professionnels, par exemple. Et on s'est vraiment concentré sur l'expérience utilisateur avec en tête les mêmes éléments qu'on a en fait mis dans notre énoncé de principe en 2019, j'y arrive, qui sont simplicité, clarté, pertinence et efficacité. Ce sont nos mots-clés et c'est ce qu'on veut incarner par ça. Alors pour nous, cette nouvelle plateforme-là, c'est une locomotive qui va nous amener vers des changements encore plus fondamentaux du régime d'encadrement du lobbyisme. Parce que oui, il a été mis en place il y a 20 ans, mais il a grandement besoin, je dirais, d'amour rendu en 2021. Alors, en juin 2019, on a posé puis déposé à l'Assemblée nationale un diagnostic qui concluait qu'il fallait amender notre loi. On a proposé 34 principes à l'Assemblée nationale pour lancer un débat, lancer une discussion, une réflexion sociale sur l'encadrement du lobbyisme. Malheureusement, on n'a pas eu la réponse, honnêtement, qu'on souhaitait. Et ça, bon, c'était peut-être pas un bon moment pour le déposer, mais en même temps, on voulait susciter ce débat-là, puis il n'y a pas eu de débat. Mais j'ai la tête dure. Alors, on voulait faire évoluer notre cadre réglementaire. On n'a pas trouvé là-dedans
l'engouement qu'on souhaitait. Alors, on veut faire évoluer cette loi-là parce qu'on pense qu'il y a des lacunes fondamentales. Puis, je vais vous parler dans quelques instants de comment on pense qu'on va y arriver. Maintenant, bon, ça veut dire quoi changer la loi? C'est quoi le problème de la loi? Il y a peut-être des exemples que je peux vous donner concrets de choses qui, il me semble qui font pas de sens ou qui, pour un citoyen, se dirait, voyons donc. Hein, ça serait la bonne réponse, à mon avis. Alors, on parle, par exemple, des seuils d'application. Pour que la loi s'applique, il y a certains seuils qui doivent être rencontrés. Alors, est-ce que vous saviez, par exemple, qu'une personne qui travaille dans une entreprise n'aura l'obligation de divulguer ses activités de lobbyisme que si elle en fait pour une partie importante de ses fonctions? Ça veut dire que dans une entreprise, on peut répartir la tâche d'activité de lobbyisme sur plusieurs personnes. Et si aucune d'entre elles n'atteint la partie importante en question, il n'y aura aucune activité de lobbyisme qui va être divulguée. Concrètement, ces activités-là ne seront jamais connues du public. Et parce que la personne n'en fait tout simplement pas suffisamment. Puis toutes ces activités-là, évidemment, sont faites pour la même entreprise. Mais on a une loi qui a été basée sur la responsabilité individuelle et c'est comme ça que ce vide-là s'est créé, c'est-à-dire c'est par individu. Lobbyistes conseils aussi. Je suis certain qu'il y en a plein la salle. Alors, des lobbyistes conseils, on les considère comme des professionnels des activités de lobbyisme. Alors, eux représentent généralement des clients, font des représentations pour leurs clients et généralement sont rémunérés pour la chose, qui fait en sorte qu'ils doivent divulguer leurs activités au registre. Mais saviez-vous que si un lobbyiste conseil fait ses activités à titre totalement gratuit, il n'aura aucune divulgation à faire au registre? Alors, c'est un peu ça, les seuils d'application qu'on constate dans la loi et qui, pour le citoyen, pourrait ne pas faire un grand sens. Autre exemple, en fait, les OBNL. Alors, ça a fait un grand débat lors du dépôt du projet de loi 56. On met tout le monde dans le même panier aussi. Tous les organismes à but non lucratif auraient à peu près la même mission et la même vertu. Pourtant, la Chambre de commerce est un OBNL, fière d'être lobbyiste aussi, et elle est encadrée. Mais il y a un paquet d'organismes à but non lucratif qui font des activités qui correspondent à la définition d'activité de lobbyisme et qui font des activités comme ça de façon quotidienne et qui ne sont pas encadrées au Québec. Il y en a, je pense, qui souhaiteraient l'être puis qui le feraient de façon tout à fait volontaire. Mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas ça. Et au Québec, on est en fait l'endroit au Canada où le plus vaste éventail d'organismes à but non lucratif sont exclus de la loi. Et on pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Puis l'objectif, c'est pas d'aller, d'aller encadrer des organismes communautaires qui donnent des bénéfices à des citoyens démunis dans la rue. C'est pas ça, là. Mais on sait très bien, il y a des organisations qui font des activités de lobbyisme et qui devraient les divulguer parce que ça devrait être transparent et qui font, en fait, des activités de lobbyisme qui sont identiques à celles qui sont faites par leurs contreparties qui, elles, doivent divulguer ces activités-là. Il y a une incohérence. Je pense que les citoyens sont capables de comprendre et faire la différence. Donc, dernier exemple que je vais vous donner, on a une loi qui a été conçue, je disais, il y a 20 ans avec certaines prédispositions. On a une loi pénale. Le principal instrument de la loi, c'est la sanction pénale. Quand même pas rien dans notre société de vouloir amener quelqu'un devant un tribunal avec un juge, des avocats, une salle de cours, du personnel de soutien. On m'a dit un jour que ça coûtait 10 000 $ par jour faire ça, une salle de cours. Puis depuis 20 ans, à part peut-être quelques exceptions mineures, on n'a jamais imposé une amende de plus de 500 $ parce que la loi prévoit ça.
On pense qu'il y a des solutions qui sont meilleures que ça. On pense que le régime d'encadrement du lobbyisme, peut-être que la sanction pénale peut demeurer parce que dans certains cas, on a des gens des mauvais joueurs qui mériteraient peut-être d'avoir une sanction probablement plus élevée que 500. Mais il y a sûrement d'autres solutions pour améliorer la conformité à la loi et favoriser une meilleure divulgation. Je pense qu'on est capable au Québec de trouver de meilleures solutions à ça. Ce sont là quelques exemples des obstacles qu'on trouve dans notre loi. Il y en a bien d'autres. Je vous invite à lire notre énoncé de principe et surtout le diagnostic qui le précède pour voir c'est quoi les lacunes qu'on a identifiées dans cette loi-là. Alors, nous, on pense qu'il faut faire évoluer cette loi-là, que c'est le bon moment. On va avoir un nouveau registre qui va être prêt sous peu. Et donc, c'est dans ce contexte-là que notre plus récent projet de collaboration s'est inscrit. Alors, dans le cadre de représentation, où on faisait la promotion de notre énoncé de principe en 2019, on a rencontré l'an dernier des représentants de l'OCDE, avec qui on a échangé sur les meilleures pratiques d'encadrement du lobbyisme. Et même si le Québec n'est pas considéré comme un pays membre de l'OCDE, celle-ci nous a proposé un projet de partenariat pour évaluer et bonifier l'encadrement législatif au Québec en matière, évidemment, d'encadrement du lobbyisme. Le but de l'exercice, c'est de fournir une analyse du régime québécois en le comparant aux meilleures pratiques des pays membres de l'OCDE pour ensuite proposer des recommandations concrètes et adaptées à la situation du Québec afin de bonifier notre loi. Alors, ce partenariat qu'on considère majeur va nous amener le commissaire comme le Québec à se positionner comme leader en matière d'encadrement du lobbyisme dans les sociétés démocratiques, ou à tout le moins dans les pays de l'OCDE. Et on est vraiment très fiers d'avoir cet accompagnement-là. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont même été contactés par l'OCDE pour participer à l'exercice qui se fait présentement où ils ont des entretiens avec différents groupes pour compléter leur analyse. Et on aura les résultats de cette analyse-là vendredi, en fait. Puis ensuite, on va commencer des ateliers qui vont être des ateliers participatifs publics où les gens vont pouvoir venir se prononcer sur l'encadrement du lobbyisme. Et ensuite, à la toute fin, en janvier, ils vont déposer, publier, rendre publiques les recommandations qu'ils vont nous formuler. Et on pense très honnêtement qu'avec cet appui, avec cet outil, le gouvernement aura en main tout ce qui est nécessaire pour améliorer notre encadrement législatif et passer là-dessus aussi à autre chose. En conclusion, puisqu'il le faut, je me permets de vous rappeler le titre de la conférence. La transparence, c'est gagnant et c'est payant. Je pense qu'il faut qu'on soit fiers comme société de notre décision collective d'encadrer le lobbyisme il y a 20 ans. De notre avant-gardisme, parce que notre loi était à l'avant-garde à cette époque-là, de notre transparence, je dirais, relativement naturelle, ou notre volonté de transparence, à tout le moins, et de nos valeurs démocratiques profondes. Mais on peut, et je pense qu'on doit, faire mieux. Et comme membre de notre société, comme leader de nos industries, votre participation, votre engagement sont fondamentaux à cet égard. Et je suis convaincu que vous allez en sortir gagnant. J'espère que j'aurai su, par cette petite allocution, vous convaincre ou à tout le moins vous sensibiliser au fait qu'après bientôt 20 ans d'existence, notre institution et les valeurs qu'elle défend sont encore plus d'actualité que jamais. Et dans un contexte où l'information circule à une vitesse effarante, je pense qu'il faut qu'elle soit accessible facilement pour les citoyens, et pour tout le monde, pour les médias, pour les journalistes, pour les entreprises, pour les politiciens. Et c'est ce qu'on veut proposer dans notre réforme, autant du point de vue du registre que du point de vue de la loi. Il est, à mon avis, temps de passer à une nouvelle étape de transparence, de revisiter l'application de notre loi, mais il est encore plus temps pour nous, pour vous, pour toutes les parties prenantes, de faire en sorte que la transparence nous habite, qu'elle devienne naturelle. En terminant, je vous invite à aller visiter notre site Web, le registre des lobbyistes actuels, pour pouvoir faire la comparaison notamment, et évidemment, éventuellement, la nouvelle plateforme qu'on est en train de construire.
Vous allez pouvoir vous informer, évidemment, sur vos obligations, en apprendre davantage sur la manière dont vous pouvez contribuer à la transparence pour qu'elle soit gagnante et payante pour l'ensemble des citoyens québécois. Finalement, consulter nos réseaux sociaux parce que d'ici quelques semaines, le commissaire au lobbyisme va prendre un coup de jeunesse. Je ne parle pas de l'individu, je parle de l'institution, avec une toute nouvelle image institutionnelle et les prochaines étapes plutôt, visant la mise en œuvre de notre nouvelle plateforme. Ou encore mieux, contactez-nous sur toutes nos plateformes. Malheureusement, je dirais, on n'est pas sorteux depuis plusieurs mois, alors n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Maître Routhier. Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents avec nous pour ce midi-conférence. Je vous invite à porter votre masque lors des déplacements et de vous déplacer justement aux différentes sorties là, à la fin de l'événement. Et j'espère que vous pourrez vous joindre à nous lors de notre prochain midi-conférence Bombardier qui se tiendra le 28 septembre prochain, donc la semaine prochaine, et lors duquel nous recevrons Mme Lorraine Pintal, qui est directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde. Merci à tous. Bonne fin de journée.